Le livre La gauche et la guerre analyse une capitulation idéologique, se veut une contribution et un appel à refonder un véritable mouvement anti-guerre dans les pays du centre dominant. Des constats évidents s'imposent depuis plusieurs décennies, à savoir: premier constat, l'absence de manifestations publiques s'opposant aux guerres que mènent les puissances occidentales. La dernière fois que ce type de protestation a eu lieu, c'est en 2003, à propos de la guerre de destruction de l'Irak. Second constat, depuis de nombreux partis et organisations se proclamant de gauche ou d'extrême gauche développent des prises de position en termes de ni Saddam, ni Bush, ni Kadhafi, ni Sarkozy, ou encore ni Assad, ni djihadistes. Ce type de position masque les enjeux économiques et géostratégiques des situations, occulte les conséquences pour les peuples de ces guerres, masque la distinction entre agresseurs et agressés, occulte les véritables buts de guerre. Troisième constat, d'autres organisations, se proclamant également de gauche et d'extrême gauche, sont passées du nini à l'union sacrée, en appelant ouvertement à la guerre derrière leur classe dominante. La guerre de Libye en est un exemple parlant, où sous prétexte de s'opposer à un dictateur, ces organisations ont appelé à intensifier les interventions militaires occidentales. Ces constats ne font que révéler des symptômes qui reflètent une maladie plus profonde, qui est l'abandon des repères anti-impérialistes dans l'analyse des guerres. Cet abandon élimine les anticorps théoriques et idéologiques permettant de résister à la propagande de guerre. Cet abandon est une véritable capitulation idéologique à la hauteur de celle qui s'est déployée pour la Première Guerre mondiale. Pour cette guerre également, une grande partie de la gauche qui clamait son opposition à la guerre impérialiste avant 1914 s'est rangée derrière leurs gouvernements respectifs au moment du déclenchement de celle-ci. La capitulation idéologique actuelle est le résultat d'une offensive idéologique états-unienne relayée par les autres puissances occidentales. Cette campagne s'enclenche au moment de la guerre contre la Yougoslavie, avec en son centre le concept du droit et du devoir d'ingérence. Les puissances occidentales s'octroient ainsi un devoir comparable à celle de la mission civilisatrice de la colonisation, celui du droit d'intervenir militairement pour de pseudo-raisons humanitaires. Désormais, défendre une minorité opprimée, protéger le droit des femmes, défendre la démocratie, lutter contre le djihadisme, etc. sont des expressions qui se banalisent pour justifier la lutte pour le contrôle des matières premières et des espaces géostratégiques. La mission civilisatrice s'était également, elle aussi, en son temps, justifiée de la libération de l'esclavage en Afrique subsaharienne et de la lutte contre la dictature turque en Afrique du Nord. Avec le droit d'ingérence, toute condamnation d'une guerre est présentée comme un soutien à Milosevic, à Saddam Hussein, à Kadhafi, à Assad, à Poutine. Les attentats contre le World Trade Center sont la seconde séquence avec la dite guerre mondiale contre le terrorisme proclamée officiellement par les États-Unis. Désormais, toute remise en cause d'une guerre mettant en avant la lutte contre le terrorisme sera taxée d'appartenir à une idéologie rouge-brun. La troisième séquence est le lancement de l'idéologie dite anticonspirationniste. L'objectif de cette idéologie est tout simplement de disqualifier toutes les analyses critiques des stratégies des puissances dominantes. Interroger l'instrumentalisation des attentats de 2001 pour justifier le projet de balkanisation du Moyen-Orient devient du complotisme. Remettre en cause les buts de guerre en Libye devient tout autant du complotisme. Resituer le conflit en Ukraine dans son contexte historique devient également du conspirationnisme. Face à cette capitulation idéologique, il fallait rappeler quelques fondamentaux. Le premier fondamental qu'il faut rappeler est celui que nous apprend Clausewitz dans sa fameuse formule « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Comprendre une guerre, c'est comprendre la politique que mènent, avant cette guerre, les différents belligérants. Des puissances qui mènent des politiques de mise en dépendance et de domination ne peuvent pas avoir des buts de guerre émancipatoires. Des puissances qui ont initié le grand pillage des plans d'ajustement structurel qui ont fait sombrer l'ensemble de l'Afrique dans la misère ne peuvent pas brusquement être intéressées par la défense d'un peuple ou d'une minorité opprimée. Second fondamental qu'il faut rappeler, les buts réels de guerre sont toujours masqués par la propagande de guerre. Saisir les buts de guerre, c'est donc démasquer cette propagande de guerre dont nous rappelons les principales dimensions dans le livre, à savoir se présenter soi-même comme pacifiste et présenter l'autre comme belliciste. Secondo, construire l'adversaire comme barbare. Troisièmement, présenter l'intervention militaire comme la défense d'une noble cause. Quatrièmement, contrôler le débat public en diabolisant les opposants à la guerre. Et cinquièmement, enfin, produire une caution intellectuelle en mettant en avant médiatiquement des intellectuels pro-guerre. Pour démasquer la propagande de guerre, il faut distinguer le prétexte de la guerre et la cause de la guerre. Au-delà du prétexte, trois causes sont aujourd'hui
les plus fréquentes en matière de guerre. Le contrôle des matières premières et de l'énergie, le contrôle des couloirs géostratégiques, et enfin, le fait de bloquer l'accès aux matières premières aux concurrents et en particulier aux BRICS. Pour mener à bien ces guerres, on n'hésite pas à faire sombrer dans le chaos des pays entiers. C'est ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe en Somalie. La stratégie du chaos est le choix d'installer un chaos politique à partir du moment où cela n'entrave pas la bonne marche économique, la bonne marche du marché, la bonne marche d'accès aux matières premières. Troisième fondamental qu'il s'agit de rappeler, une guerre s'analyse à ses conséquences. La comprendre, c'est donc prendre en compte ses conséquences. D'où la nécessité pour les tenants des guerres impérialistes de construire le silence sur les conséquences après la guerre. En effet, ce silence porte à la fois sur les effets directs et indirects de cette guerre, sur les effets immédiats et en long terme, sur les plans économiques et géostratégiques. Construire ce silence, c'est par exemple ce qui s'est déroulé avec la guerre en Libye. Rappelons que l'Union africaine était opposée à cette intervention, que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait mis en place un comité ad hoc sur la Libye, composé des présidents mauritaniens, congolais, maliens, sud-africains et ougandais. Ce comité était parvenu à un accord avec Kadhafi qui fut tout simplement ignoré par la France, l'Union européenne et les États-Unis. Ce faisant, c'est la notion même de bilan qui est impossible. Le silence empêche de faire le bilan. Le silence, c'est bien sûr masquer les contradictions dans le discours officiel, qui, en raison de l'évolution des tactiques, est contraint de se modifier au cours de la guerre. Toutes les guerres de ces 20 dernières années ont été marquées par des autodémentis, du charnier de Timisoara à la fiole de Colin Powell sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Quatrième fondamental qu'il s'agit de rappeler, les guerres se préparent longtemps à l'avance. Les futures guerres sont prévisibles parce qu'il faut produire le consentement à la guerre à l'avance pour qu'il puisse exister lors du déclenchement de cette guerre. Observer qui est l'objet de diabolisation aujourd'hui permet de prévoir les futures guerres. Iran, Russie, Chine, etc. En conclusion, disons que l'enjeu est de taille, car au niveau économique, les États-Unis sont en perte d'hégémonie. Il ne leur reste que la force brute pour maintenir cette hégémonie. Ce type de situation donne naissance à ce qui est appelé la stratégie de Thucydide. Ce dernier expliquait en effet la guerre du Péloponnèse dans l'Antiquité grecque comme la guerre d'une puissance déclinante pour maintenir son hégémonie. La nécessité d'un mouvement mondial anti-guerre, s'ancrant dans une analyse anti-impérialiste, est plus qu'urgente. Le livre se veut une contribution à l'émergence d'un tel mouvement.